Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast littéraire, nous allons évoquer un ouvrage de Philippe Claudel paru en 2020, intitulé « Fantaisie allemande » et constitué de 5 récits. Alors Nicolas, tu veux présenter Philippe Claudel ? Alors c'est un écrivain très prolifique. Il a écrit énormément de romans, mais aussi des pièces de théâtre et surtout des scénarios pour le cinéma. C'est quelqu'un qui habite en Lorraine, dans un petite bourgade, qui est également maître de conférences, qui enseigne l'écriture scénaristique, membre de l'Académie Goncourt, et dans son parcours, il a aussi cette particularité de s'être intéressé au milieu pénitentiaire. Il a enseigné en prison. Ce sont donc un écrivain qui a fait preuve d'un certain engagement, et qui a écrit donc des ouvrages assez réussis, qui ont connu du succès, avec notamment Les âmes grises, en 2003, qui a eu le prix Renaudot à l'époque, et puis également Le rapport de Brodeck en 2007, qui a eu le prix Goncourt des lycéens, ainsi que d'autres prix. Donc un auteur à la fois régulier, prolifique et avec un certain succès. Alors on a pu être surpris par cet ouvrage intitulé « Fantaisie allemande ». Alors ce qui frappe au départ, c'est le paratexte. C'est un paratexte assez fort, avec une couverture vert foncé, sur laquelle on voit une forêt de pins et de sapins, forêt hallucinée, un petit peu comme le négatif d'une photographie, et puis le titre « Fantaisie allemande » en lettres gothiques, donc un paratexte très fort qui ne prête vraiment pas du tout à l'ambivalence. Quant au titre des 5 récits qui constituent cet ouvrage, ils sont tous en allemand. Ein Mann, 6 und Linden, Irma Grese, Gnadentod et Die Kleine. Alors ce livre, il vient s'inscrire dans toute une lignée d'ouvrages publiés dans les années 2000, sur lesquels on reviendra ultérieurement. Alors on se pose évidemment la question de savoir ce que ce recueil va apporter de nouveau, un nouveau regard, car le thème de l'Allemagne post-Troisième Reich, c'est un thème qui a été très largement exploité. Donc le titre des 5 récits étant en allemand, c'est une invitation à franchir le Rhin. Tout à fait. Alors ce paratexte, effectivement, est intéressant. Tu disais, cette couverture est tout de suite très prenante, avec cette dose de noir, cette opposition du noir, du blanc. Mais finalement, on a aussi un petit personnage perdu au milieu de cette forêt et qui nous oriente vers un univers, on pourrait dire, de conte. Ça ressemble un petit peu au Petit Poucet perdu dans la forêt ou quelque chose d'approchant, et c'est quelque chose qu'on retrouve, je trouve, assez souvent dans les romans de Philippe Claudel, c'est-à-dire si je prends le rapport de Brodeck, on est dans un petit village perdu au milieu de nulle part. Dans Les âmes grises, on est aussi dans une petite ville qui est protégée de l'histoire par sa géographie, donc des sortes de lieux enclavés qui sont finalement propices à une sorte de conte, de parabole, tout en étant toujours, on va dire, à la frontière d'eux. Et c'est pas un hasard si
Philippe Claudel, en tant que Lorrain, est à la frontière entre France et Allemagne, eh bien on va avoir ici un récit qui est, je trouve, à la frontière entre le conte et l'histoire, avec tout ce que cela implique de réalisme, et puis une histoire bien particulière, l'histoire allemande, avec ce regard français sur l'histoire du XXe siècle. Donc une sorte ici d'hésitation entre deux modes d'écriture qui d'ailleurs donne son sens au titre fantaisie, hein, la fantaisie allemande. Fantaisie, c'est un terme de musique qui désigne une pièce où domine la subjectivité et qui s'affranchit d'un certain nombre de règles, donc il y a une certaine liberté, et c'est justement cela peut-être que l'on va voir dans ces nouvelles, une certaine liberté par rapport, alors par rapport à quelles règles? Première chose, je dirais par rapport à une sorte de vérité historique avec laquelle il prend certaines libertés, des libertés esthétiques, morales, qui évidemment ne cherchent pas à rester dans des récits qui sont purement historiques, mais qui cherchent finalement à dire quelque chose d'actuel aux lecteurs contemporains. Alors, moi, je me suis posé la question de savoir ce qui fait l'unité de cet ouvrage. Donc, le fait que les titres soient en allemand, puis il y a aussi quelques indices. Il y en a un qui est relativement évident, c'est la présence du prénom Victor dans tous les récits, et même dans le récit sur Franz Marc, intitulé Gnadentod. Et ici, ce n'est pas un Victor avec un K, mais une historienne de l'art qui s'appelle Victoria avec un C. Alors je te propose qu'on aborde cet ouvrage en prenant le premier et le dernier récit. Le premier récit est donc intitulé Ein Mann et le dernier récit est intitulé Die Kleine. Et entre ces deux histoires, il y a un lien, il y a un dialogue. Alors, Ein Mann, un homme dont on ne connaîtra pas le nom de famille. Le personnage est présenté, c'est un point de vue interne, ce qui nous permet d'explorer son vécu, ses sensations. Pour le dire vite, c'est un homme, c'est un fuyard. Il a quitté un camp de concentration dans lequel il travaillait, mais il était subordonné à un certain Victor, personnage alors sadique, hein, qui s'amusait à acheter de la nourriture aux prisonniers. Cet homme, donc Ein Mann, il est en fuite, il se réfugie dans une forêt, sous des arbres, un petit peu, on a l'impression qu'il cherche une tanière, et puis il va approcher d'un bâtiment. Alors, c'est un personnage qui n'a pas vraiment de conscience et qui pourtant a commis des fautes très graves. Oui, alors donc tous ces échos forment là encore une sorte de correspondance musicale. Hein. On peut parler de ce nom de Victor comme un leitmotiv. Ça, ce serait le leitmotiv le plus visible, et chaque nouvelle serait comme une variation. Hein, là encore au sens musical autour de ce thème, mais on peut également trouver d'autres détails. Hein. Là, je pense par exemple rien qu'aux patates, les pommes de terre. Il y en a un qui les a dans sa poche au début, qui en fait une espèce de bouillie dans sa bouche. C'est cette bouillie de pommes de terre qu'on va donner à un autre. Bon, donc il y a plein d'échos effectivement qui font que ce récit qui est en pièces détachées, pour reprendre un peu l'expression qu'on avait utilisée avec Canoë, mais c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire une sorte de récit morcelé, mais qui a quand même une unité, comme tu le fais remarquer, avec des phénomènes d'écho, cette ouverture où on voit ce Ein Mann qui va effectivement périr et carbonisé, électrocuté à la fin, et c'est justement un homme carbonisé que Die Kleine va finir par retrouver, et qu'elle va un petit peu prendre de manière macabre certes, mais comme une poupée à qui elle peut tout dire, ouais. Pour se décharger des souffrances d'un passé qui lui pèse. Donc
comme si on a un effet de boucle assez clair, assez évident, qui donne son unité à ce texte. Et ce qui est intéressant, c'est que quel est l'avantage de construire un roman de la sorte? C'est qu'il va forcément y avoir on va dire des trous, des manques, des choses qui ne collent pas, des absences, et ça va être au lecteur de venir combler tout cela, et de devenir en quelque sorte co-auteur de l'ouvrage. Donc le lecteur ici est partie prenante de la création même du livre, en lui apportant une plénitude dont le livre est dépourvu, et du coup l'engagement qui est le nôtre en tant que lecteur devient peut-être plus intéressant, ou en tout cas plus original, que dans la lecture d'un roman que nous subissons, on va dire, plus passivement. Oui, on peut revenir peut-être sur ce récit qui clôt l'ouvrage, Die Kleine, juste pour dire que quand on évoque la petite, on a le sentiment que c'est un personnage mignon, c'est une enfant, et en fait c'est une enfant qui est chauve à la suite d'un traumatisme. C'est qu'elle a été passée pour morte, elle était dans une fosse commune, et ce à la suite de quoi elle a perdu ses cheveux. Donc ici, les lecteurs et lectrices, il y a quand même un effet de sidération de voir que cet enfant, qui est un petit peu comme une personne qui aurait eu une grave maladie, un cancer, et qu'en fait cet état est dû au choc qu'elle a subi, un choc et un traumatisme qu'elle ne parvient pas à effacer. Et elle essaie, il y a des moments de régression dans lesquels elle va se vautrer près d'un étang dans la boue, un petit peu pour retourner à un état, j'allais dire, pré-organique. Et cependant, rien n'y fera. Elle va rester dans cet état de demi-conscience. C'est un petit peu une forme de folie. Oui, d'ailleurs c'est intéressant parce que là aussi ça fait écho avec la première nouvelle, c'est-à-dire que là on a quelqu'un qui essaye effectivement soit de disparaître, soit de renaître en se déchargeant de son passé, et qui n'y arrive pas, qui finit, la nouvelle se termine avec cette image, là encore très macabre, d'un dialogue qui se perpétue entre cette jeune fille et cet homme mort à qui elle raconte son passé, donc un passé dont elle n'arrive pas vraiment à se débarrasser, sauf en le ressassant auprès de cet amas carbonisé. Et à l'inverse, dans Heinemann, on trouve le personnage au début caché sous un arbre, il me semble que c'est un pin, et il se sent assez protégé de l'histoire. On devine petit à petit le contexte. On doit être, je ne sais pas, en 44, 45. Les soviétiques sont sur le territoire allemand, donc c'est la défaite qui s'annonce, une certaine débâcle. Le personnage est un Allemand qui, on va le découvrir, a certainement fui son service, et qui, dans cette espèce de trou caché sous cet arbre, a un petit peu le sentiment d'être encore dans une matrice d'où il va pouvoir renaître. Il a effacé les marques qui le reliaient à son passé, donc il a jeté son uniforme, il s'est même blessé au bras en essayant d'effacer le tatouage qui indiquait son groupe sanguin, et on nous le montre en train de sortir de l'antre où il s'était réfugié, chancelant sur ses pieds comme un petit peu quelqu'un qui vient de naître. Donc c'est le personnage qui croit qu'il va pouvoir effacer son passé, qu'il va pouvoir avoir le droit à une nouvelle vie, alors que on va découvrir petit à petit que ce personnage est loin d'être innocent, en tout cas
la question de sa culpabilité se pose, puisque ce Heinemann, on a ici une paronomase avec Eichmann, le fameux qui a servi à Hannah Arendt pour formuler sa théorie de la banalité du mal. Eh bien, on va découvrir qu'il travaillait donc avec les nazis, qu'il se chargeait lui simplement, hein, dit-il, il faisait que tenir les listes, tenir les registres. Éventuellement, comme il avait un visage avenant, il aidait les personnes à descendre des camions, les enfants lui faisaient confiance, il leur prenait la main pour les faire descendre plus facilement, mais ensuite il les confiait à Victor, dont tu as parlé, et à ses hommes, qui eux étaient d'odieux sadiques, et qui les emmenaient un peu plus loin, et Heinemann se contentait d'entendre au loin les coups sourds des détonations, dont on comprend que c'était une exécution qui était en train d'avoir lieu, exécution dans le même style que celle dont sont morts les parents de Dick Kleine. Exactement, oui. Et alors, tu parles ici de la question de la complicité, hein, c'est la question de la complicité, et on peut poser la question de savoir si Irma Grese, c'est le personnage de la 3e nouvelle, est-ce qu'elle est complice de son passé? Parce que cette Irma Grese, c'est une jeune fille qui était une tortionnaire dans différents camps de concentration et qui a été exécutée par pendaison par les Britanniques. Donc elle a vraiment existé. Par contre, la Irma Grese dont il est question dans le récit de Philippe Claudel, c'est une jeune fille qui est née dans un land, apparemment c'est un land réuni donc de l'ancienne partie est du pays, et qui, elle, souffre d'amnésie, puisque elle ne connaît rien de son passé. C'est pas de l'amnésie, c'est de l'ignorance. C'est vrai, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Elle n'a pas cette culture historique qui fait qu'elle connaîtrait, ne serait-ce que ce qui s'est passé quelques dizaines d'années avant sa vie. Oui, et cependant, elle se comporte, j'allais dire, un petit peu, enfin, même pas un petit peu, en tortionnaire vis-à-vis du vieil homme dont elle est supposée s'occuper dans cette maison de retraite. Ce vieil homme, il s'appelle, comme par hasard, Victor. Et puis, elle est chargée de le nourrir, donc c'est le papa du maire du village. Elle est chargée de s'en occuper, de le nourrir, mais voilà, il y a des problèmes, le vieil homme n'avale pas la nourriture, elle commence à faire des petits jeux, à le priver de nourriture, jusqu'à ce qu'il ne commence sérieusement à souffrir d'anémie, et comme il n'a pas la faculté de s'exprimer de vive voix, eh bien voilà, tout cela passe sous silence, et c'est un personnage qui interpelle parce que Philippe Claudel n'a même pas changé le nom de Irma Grese, il l'a laissé tel quel. Or cette Irma Grese, elle a vraiment, vraiment existé. Oui, je pense qu'à la fois c'est peut-être un reflet d'un pan de l'histoire d'Allemagne où, après la guerre, on a voulu passer sous silence en Allemagne ce qui s'était passé pendant notamment le génocide et les camps de concentration. Et donc, elle est en quelque sorte une représentante de cette ignorance, de cet aveuglement voulu par l'État, mais qui finalement va l'amener à reproduire par cette espèce d'état brut dans lequel on l'a laissé, qui va en venir à reproduire la cruauté qui a été celle donc des nazis, ce qui veut dire que finalement elle n'a pas pu tirer les leçons de l'histoire, elle, puisqu'elle ne la connaît pas, et elle reproduit en devenant cette fois la tortionnaire d'un vieil homme dont cependant on devine à certains détails qu'il a dû être lui-même engagé dans le nazisme, mais c'est peut-être le Victor tortionnaire de la première nouvelle, on n'en est pas sûr, mais en tout cas ce n'est pas quelqu'un d'innocent, et là tout à coup c'est lui qui devient la victime. Il a trouvé son bourreau, et ce bourreau, c'est la nouvelle génération, quelque part c'est un peu la génération qu'ils ont produite, donc
quelque part, ils sont punis par là où ils ont péché. Un petit peu d'ailleurs comme Heinemann qui va mourir donc à cause d'un générateur électrique en allant chercher une chaleur qui lui fait défaut parce qu'il a froid, il est trempé. Et d'ailleurs, il nous a raconté dans ses souvenirs que le fameux Victor s'amusait à répandre de la nourriture devant les prisonniers, mais en s'arrangeant pour que les prisonniers ne puissent pas vraiment l'atteindre. Donc il pouvait voir la nourriture, mais pas l'attraper. Et lui-même, nous dit-on, se retrouve à deviner où est la chaleur, mais à ne pas vraiment pouvoir l'atteindre. Alors, il se retrouve un petit peu dans une situation similaire. Il va prendre une barre en métal qui va lui permettre de forcer une porte qui lui permettra de s'approcher de ce générateur, sauf que la barre est en métal et va faire que l'électricité le foudroiera. Bon, donc il est quelque part puni là encore, de la même façon que, en subissant ce qu'il a fait subir à d'autres, ou en tout cas ce dont il a été complice. Oui. Absolument. Alors, ces récits, ils nous interpellent et ils nous amènent à des questions. Et ces questions, nous tenterons d'y apporter une réponse au podcast suivant. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. Et à la semaine prochaine.